énergétique des sociétés patriarcales. Comprendre et corriger leur déséquilibre et leur comportement. Les sociétés patriarcales sont plus d'actualité que jamais. Une société patriarcale, par définition, est déséquilibrée. Elle est violente, elle est agressive, elle est injuste, elle agresse la femme, elle agresse la nature, les enfants, les anciens, la petite paysannerie, les indigènes. Et c'est dans ce monde que nous avons nos enfants. Les sociétés patriarcales sont dirigées par des déséquilibrés, des tyrans, des despotes, des dictateurs. C'est pour ça qu'on a dans les sociétés patriarcales beaucoup de couples de bourreaux et de victimes. Les sociétés patriarcales sont dysfonctionnelles. Toutes les sociétés patriarcales se rencontrent dans les religions, dans la famille, dans l'organisation sociale, dans la politique, dans le système économique, dans les relations internationales. Et le spectacle du monde est un spectacle difficile en ce moment, de confusion, d'impuissance, de désarroi, d'absurde, de déséquilibre, de déséquilibré. L'humanité est dans une impasse et même dans une spirale infernale. Il y a un certain nombre de représentations cinématographiques de cette spirale infernale, mais par exemple l'intelligence artificielle ou la violence, tout ça sont des spirales infernales. On sait quand on commence, mais on ne voit pas trop vers quoi on va aller. Nous sommes dans un monde de beaucoup de science, mais de très peu de conscience, où on explique à peu près tout, mais on ne comprend rien, et en particulier on ne comprend pas pourquoi une société patriarcale est dysfonctionnelle à ce point, et pourquoi la situation ne s'améliore pas. Pour comprendre une société patriarcale, il va falloir faire appel à des données comme par exemple l'énergétique, l'énergie d'une société patriarcale. Je tiens à me présenter pour que vous compreniez depuis quel endroit je parle de ce problème. Un petit mot sur ma formation professionnelle. Je suis médecin, médecine moderne, beaucoup de pédiatrie une époque, mais beaucoup d'études de médecine dite alternative, en particulier l'homéopathie, l'auriculomédecine, la morathérapie, donc on va dire médecine alternative. Mais à cette formation professionnelle s'ajoute une formation humaine, c'est-à-dire la pratique du yoga et de la méditation depuis 48 ans, et ça dans des conditions très bonnes, très sévères, très exigeantes, comme disciple direct d'un très grand maître. Cette pratique du yoga est une exploration du monde intérieur. À l'intérieur, il y a beaucoup de ressources, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a beaucoup de ressources, et en même temps, il y a beaucoup de problèmes. Mais, à vrai dire, il y a surtout beaucoup de ressources, et en particulier, une source d'énergie très importante. Les deux formations que j'ai se combinent très bien et me permettent de faire ce que j'appelle de la médecine de l'énergie, c'est-à-dire l'observation, le diagnostic et le traitement des problèmes d'énergie de mes patients. L'idée, c'est que le patient sorte de la consultation avec plus d'énergie que quand il est rentré, plus d'énergie en quantité et en qualité. Il s'agit d'optimiser la gestion d'un patrimoine que nous avons tous, les systèmes vivants, les individus vivants, notre énergie.
Je ne m'étends pas sur la médecine de l'énergie dans cette vidéo. J'ai déjà sur YouTube 10 vidéos de présentation de la médecine de l'énergie. Ça s'appelle la médecine de l'énergie. Et vous mettez mon nom et mon prénom et vous les avez sur YouTube. Nous allons parler là, non pas de l'énergie d'un patient, mais de l'énergie d'un autre patient qui est une société. La société, ça peut être le pays dans lequel on est, mais d'une manière générale, c'est de l'énergie de l'humanité dont nous allons parler. L'énergie, la découverte de l'énergie conditionne notre avenir. Bien sûr, il s'agit de quelque chose de très nouveau pour beaucoup de gens. L'énergie est invisible et intangible, donc nous ne l'apercevons pas directement, encore que. Et donc il va falloir une certaine ouverture d'esprit pour suivre toute l'exposition actuelle. Et je m'inspire souvent de cette phrase de Saint Jean de la Croix: si tu veux aller à un endroit que tu ne connais pas, tu dois prendre un chemin que tu ne connais pas. Quelle belle phrase. Et effectivement, pour la solution du déséquilibre d'une société patriarcale, il faut prendre un chemin que nous ne connaissons pas. Et ce chemin, vous le verrez, c'est l'étude de l'énergie de la société. Pour poser le problème, je vous présente aussi ce célèbre problème des 9 points qui sont disposés, là, comme vous le voyez sur la présentation, et où l'idée est de faire 4 traits qui se suivent, donc sans lever le crayon, et de couvrir tous les points à la fois. Ce qui se fait en général, c'est que on va faire, sans le savoir, on va confirmer une sorte de carré, soit cela, soit cela, et sans le savoir, les gens compliquent leur situation et s'enferment dans un carré qu'ils ont tracé eux-mêmes. Pardon. Et la solution est très simple. La solution, ça consiste à sortir, à accepter de prendre seulement 2 points, re-rentrer dans la figure et sortir. En fait, la solution, c'est de sortir du cadre. Là, dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons sortir du cadre habituel. Je vous présente aussi une autre forme de présentation de la difficulté, qui est que cette histoire de ce monsieur qui cherche quelque chose dans la rue le soir, la nuit, sous le lampadaire, ça fait 1 heure qu'il cherche, on va l'aider, on va le voir, on lui dit: mais vous cherchez quoi? Ah, mais j'ai perdu mes clés, oui. Et vous les avez perdues où? Ah, mais je les ai perdues là-bas dans le parc, mais ici il y a de la lumière. Voilà, alors, donc l'humanité est en général en train de chercher dans la lumière, sous le lampadaire, en train de chercher la solution à ses problèmes, mais tout en restant dans le même cadre et en cherchant là où elle a l'habitude de chercher. L'énergie de l'humanité appelle un devoir de lucidité. C'est bien d'être... la science, c'est bien, l'explication, c'est bien, mais la compréhension, c'est autre chose. C'est une autre dimension qui appelle à ouvrir une ouverture d'esprit, à ce qu'on peut appeler la pensée ouverte. Voilà le programme de ce que nous allons traiter. Le premier point que je voudrais traiter, c'est le thème de la dualité. Par exemple, si je vous dis yin, vous me dites, tout le monde nous dit yang. Yin, yang, tout le monde connaît,
cette représentation de la dualité. La dualité, les notions de yin-yang expriment une condition de vie qui nous concerne tous sur cette terre, c'est la dualité. Tout est double. Là, vous avez deux représentations de la dualité, mais en équilibre. Représentation de la santé, le caducée, et représentation de la justice, la balance. Dans nos vies, il y a le masculin, le féminin, le haut, le bas, le devant, derrière, la naissance, la mort. La dualité se manifeste dans toutes nos vies. Et en ce qui concerne notre énergie, il en est de même. Notre énergie, l'énergie de tous les systèmes vivants, les individus, les sociétés, l'énergie est double. Elle est composée de deux forces, opposées et complémentaires. La force yang et la force yin. Il y a une énergie et deux forces. Je précise bien que je ne suis pas physicien, je suis médecin, je parle depuis mon expérience de médecin et je comprendrai que des physiciens discutent sur les termes d'énergie et d'information, mais il faut qu'ils comprennent que je ne suis pas physicien et que je parle à partir de mon expérience de médecin. La force yang, dite masculine, génère chez l'homme et chez la femme des valeurs masculines et des comportements masculins, aussi bien chez la femme que chez l'homme. La force yin, dite féminine, génère des valeurs féminines et des comportements féminins, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Nous avons tous deux forces. Et je vous propose, sur cette base, de regarder et enfin de voir l'énergie de l'humanité. Deux forces, elles n'ont que trois positions possibles. Une position d'équilibre, il y a autant de forces yang dites masculines que de forces yin dites féminines, ou deux positions de déséquilibre, plus de yang que de yin ou plus de yin que de yang. Comment est l'humanité? Alors, l'équilibre, ou un déséquilibre hyper-yang, hypo-yin, ou le déséquilibre hyper-yin, hypo-yang, comment est l'humanité? Pour vous aider, je vous cite quelques fonctions. Par exemple, la fonction appropriation, partage, compétition, coopération. Il y a deux fonctions yang et deux fonctions yin. En général, je n'ai pas besoin d'aller très loin, tout le monde a identifié le déséquilibre dans lequel nous sommes, qui est un déséquilibre hyper-yang, hypo-yin. Dans un monde de beaucoup d'appropriation, de beaucoup de compétition, de très peu de partage et de très peu de coopération. Le déséquilibre dont souffrent toutes les sociétés patriarcales est un déséquilibre avec trop de forces yang dites masculines et pas assez de forces yin dites féminines. Ceci est la définition énergétique. Ce déséquilibre est la définition énergétique de toute société patriarcale. Une société patriarcale fonctionne avec son énergie, fonctionne dans le cas d'une société patriarcale avec beaucoup d'énergie pour des fonctions masculines et très peu d'énergie très peu de force pour des fonctions féminines. Le yang, le yin. Nous sommes en déséquilibre. Le déséquilibre patriarcal est un déséquilibre avec beaucoup de yang et peu de yin. Cet excès de yang peut être appelé la bête. La bête, c'est tout ce qui nous fait danser une petite musique qu'on n'a pas envie de danser. Ça peut être la violence, la corruption, les abus, la transgression. La bête, c'est la prédation, le cynisme, la domination. On a beaucoup
exemple en ce moment dans l'actualité mondiale de manifestations d'excès de force masculine yang. Il suffit d'ouvrir le journal, de regarder l'actualité. On a trop d'exemples, je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. Et tout le monde se demande, et tout le monde est là avec la même question: comment fait-on pour se débarrasser de cette bête? Question bien sûr légitime, normale, évidente, instinctive. Comment on fait pour se débarrasser de cette bête? La bête, ça peut être aussi la maladie qui nous oblige à vivre une situation que nous n'avons pas du tout envie de vivre. Donc la question comment on fait pour se débarrasser d'une bête est très courante. Tout le monde est dans cette question. Comment on fait pour arrêter une guerre? Et tout le monde se trompe. Parce que le problème, ce n'est jamais, dans une société patriarcale, ce n'est jamais la bête. Même si la bête est très présente, même si la bête dévaste tout, le problème, ce n'est pas la force que nous avons dans notre société ou en nous. Le problème, c'est la belle au bois dormant. Le problème, c'est la force que nous n'avons pas. Essayez de construire un château de sable avec du sable sec. Ça ne va jamais fonctionner. Le sable va s'écrouler, il n'y aura jamais de château de sable. Mais ce n'est pas la faute au sable, c'est le problème de l'eau. C'est toujours l'absent qui crée le problème. Et dans le cas d'une société patriarcale, le problème, c'est le manque de force yin. Et dans une société patriarcale, la force yin manque tellement qu'on ne sait même pas qu'elle existe. Quand on fait référence à la force, on fait toujours référence à la force yang, la seule qu'on connaisse. Mais bonne nouvelle, il existe une autre force. Bien sûr, elle dort. Et ben voilà, nous avons deux options. Ou on lutte contre la bête, ou on réveille la belle. On réveille la force yin. La belle est endormie, elle se réveille. Si on me demande à moi qu'est-ce que je préfère réveiller des belles. C'est d'ailleurs l'élément de base du travail de médecine de l'énergie, réveiller la force dont nous n'avons pas l'usage puisqu'elle dort. Lutter contre la bête. C'est un peu idiot parce que si le problème c'est la belle, qu'est-ce qu'on fait du côté de la bête? 2, c'est pas très agréable. 3, c'est contre-productif. Yang contre yang, ça fait plus de yang. Israël contre Hamas, Hamas contre Israël, ça fait plus de yang, toujours plus de yang. Et ainsi de suite, vous avez des exemples partout de ça. Et tout le monde sait bien que quand on va sortir sa force masculine pour régler un problème, on risque fortement d'aggraver la situation. Et, quatrièmement, lutter contre une bête, ça n'a jamais réveillé une belle. Donc, laissons un peu de côté la bête et regardons de l'autre côté là où est le problème. Le problème, c'est la force qui manque. Réveiller une belle. 1, c'est intelligent. 2, c'est agréable. Et 3, c'est efficace. Parce que d'une belle qui dort sort une princesse. Un yin, une force yin normale. Et si le yin monte,
automatiquement le yang descend. Et je pose la question, qu'est-ce à tout le monde? Tout le monde ne trouve pas forcément tout de suite la solution, mais elle est assez évidente. Qu'est-ce qui se passe avec la bête quand la force yang diminue et redevient normale? Bon, je vous laisse chercher si vous voulez, mais il y a d'autres choses à dire, donc je vous donne la solution. La bête devient un prince. Vous avez là une situation énergétique idéale, optima, avec deux forces en bon état, et il est très important de savoir ce qu'il se passe à ce moment-là. Et tous les contes nous racontent la même chose. Quand il y a prince et princesse, il y a mariage. Elles se marièrent, les deux forces, et ils eurent beaucoup d'enfants. Les deux forces en équilibre se fusionnent. C'est le phénomène de la fusion. La fusion dans l'unité, elles s'unissent et elles s'unissent dans la force, dans la puissance, dans le Om, pour ceux qui connaissent un peu les bases du yoga. La représentation que vous avez là devant vous, c'est celle de la plénitude, de l'état normal, de l'état énergétique normal de tout être humain. Ce n'est pas l'état actuel. Actuellement, nous sommes en grand déséquilibre avec une belle qui dort. Mais le réveil de la belle amène à un état énergétique extraordinaire. Parce que l'ordinaire, c'est l'état énergétique des sociétés patriarcales où il y a beaucoup plus de problèmes que de solutions. Dans l'état de fusion, il y a plus de solutions que de problèmes. Dans une société patriarcale, il y a plus de problèmes que de solutions, et souvent les solutions sont d'autres problèmes. Le diagnostic de la maladie de l'humanité. Le diagnostic de la maladie de l'humanité, on peut donner un nom médical: hémiplégie énergétique yin. Paralysie de la moitié yin de l'énergie des êtres humains. Paralysie de la force yin. Pénurie, manque de force féminine. Dans tous nos pays, il manque la force féminine. Alors, bien sûr, ça va se manifester par des excès de force masculine, et on a une tendance instinctive à croire ou à contempler, à croire que le problème, c'est les exactions de la bête. Mais non, le problème, c'est l'hémiplégie énergétique yin. Tel est le diagnostic de la maladie de l'humanité. C'est pour cela, parce que nous n'avons pas de force yin, qu'une société est patriarcale. Ce problème d'hémiplégie énergétique n'est pas une pathologie de la structure de l'humanité, c'est une pathologie de son fonctionnement, et donc de ses comportements et de son organisation. Pour les comportements masculins, il y a beaucoup d'énergie. Pour les comportements féminins, il n'y en a pas. Tous les systèmes vivants ont à leur disposition deux forces pour résoudre leurs problèmes. Une force yang, dite masculine, et je précise et je le repréciserai tout le temps, la force masculine n'a rien à voir avec l'homme, comme la force féminine n'a rien à voir avec la femme, puisque autant l'homme que la femme ont les deux forces. On ne peut pas, c'est une erreur qu'on commet souvent, de croire que la force féminine, c'est les femmes qui l'ont. Non, elles sont exactement comme les hommes, elles ne l'ont pas. Il en manque. La force yang, masculine, est une force d'affrontement qui permet l'élimination de l'adversaire ou de la situation. En médecine, par exemple, ça s'appelle l'antibiotique, l'antidépresseur,
l'anti-inflammatoire, l'anti-hypertenseur. Enfin bon, la médecine moderne a des moyens de type yang. Et en sociologie, par exemple, anti-guérilla, anti-terroriste, anti-explosif, voilà. L'anti. Ça, la force yang, de ce côté-là, on est fourni, on a tous les diplômes. Mais personne ne connaît la force yin dans une société patriarcale. La force yin est une force non violente, une force de type influence. Si vous voulez vous représenter ce que c'est qu'une force d'influence, c'est le soleil sur le fruit. Le fruit ne fait rien, c'est le soleil qui transforme le fruit, qui transforme l'acide du fruit en sucre. C'est une force non violente qui transforme l'adversaire ou la situation. La force yin, quand elle se réveille, transforme la bête en prince. On a une illustration magnifique de ce thème avec le film de La Belle et la Bête, et on assiste à tout un processus de transformation qui termine dans la transformation finale en prince de ce qui était devenu une bête. L'humanité n'a pas de force yin. L'humanité, dans la nature, tout se transforme. L'humanité, elle, ne sait que éliminer et s'éliminer. La majeure partie des problèmes de l'humanité, pourtant, ne peuvent se résoudre que par la transformation. Et ceci ne peut s'obtenir que par le réveil d'une force yin forte. L'humanité est confrontée à un choix, la grande transformation ou la grande élimination. La force yang alimente les dimensions extérieures de l'existence, avoir et faire. Avoir, l'accumulation, et faire, qu'est-ce qu'il faut? La force yin alimente les dimensions intérieures de l'être. C'est l'être, ce que je suis, et être ici et maintenant. Comme la force yin est endormie, une société basée sur l'avoir et sur le faire devient une société, par exemple, capitaliste. Et dans l'humanité règne un vide existentiel profond. Comme l'humanité, il lui manque une partie de son énergie, elle est forcément dans la confusion, dans le brouillard et le mirage. La confusion, ce sont deux choses, c'est brouillard et mirage. Brouillard, on ne voit pas ce qui existe. Mirage, on voit des choses qui n'existent pas. L'humanité est là-dedans. Il y a plein de sirènes, voilà, il y a plein de brouillard. C'est représenté dans la littérature par le mythe de la caverne. Certains parlent de la bouteille à mouches dans laquelle les mouches sont enfermées. Nous sommes enfermés dans la réalité extérieure, dans le capitalisme par exemple, dans un monde où les objets sont hypertrophiés et les sujets atrophiés. C'est l'atrophie de l'être. C'est pour cela que nous vivons dans le non-sens et dans l'absurde. Aller sur Mars, c'est de l'ordre de l'absurde. Bon. Mais bon, on ne peut même pas s'en rendre compte si on est complètement déséquilibré. Là, il vaudrait mieux s'occuper des rivières sur la Terre que de ce qui se passe sur Mars. L'humanité est dans la confusion, elle est comme au fond d'un puits. Elle n'a aucune idée du fond du puits, de ce qui se passe en dehors du puits. Dans les conditions énergétiques dans lesquelles est l'humanité, elle ne peut avoir que des questions. Elle n'est pas en condition d'avoir les réponses aux questions. Pour avoir les réponses, il faudrait monter son énergie,
sortir du puits et constater la réalité qui existe en dehors de la mine. Et ça, de la même manière, une chrysalide peut aspirer à voler, mais elle ne vole pas. Elle peut avoir en elle une envie de se transformer, mais elle doit se transformer, et un jour, quand elle a fini son processus de transformation, elle devient adulte et vole. Je vous ai donc parlé là déjà du yin et du yang, du déséquilibre, du diagnostic de l'humanité, de la maladie de l'humanité, pas le diagnostic de l'humanité, le diagnostic de la maladie de l'humanité. On va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais vous parler du changement. Ça, c'est un autre point qui mérite qu'on sorte un peu du cadre habituel. Vous savez que dans toutes les élections présidentielles, par exemple, il y a toujours un candidat qui va proposer le changement. Le problème, c'est qu'il y a deux changements, et on n'en connaît qu'un. Il y a le changement 1, qui est un changement qu'on peut appeler changement déplacement, qui consiste à faire plus de la même chose. Par exemple, déplacer les meubles dans la prison. Et le changement 2, qu'on doit appeler le changement métamorphose, qui consiste en une transformation, qui consiste à sortir de la prison. En général, personne ne connaît le changement 2, et quand un politicien promet le changement, c'est toujours du changement 1 dont il parle. Mais ce dont a besoin l'humanité, c'est d'un changement 2. Et ce changement suppose une augmentation de l'énergie du système, en quantité et en qualité. Ce qui s'obtient tout naturellement par le réveil de la force yin, féminine, dite féminine, qui obtient la transformation des adversaires et des situations. Il y a quelques travaux théoriques sur la question, et je vous conseille beaucoup les travaux des Václavics. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est très intéressant, et en plus assez amusant. J'évoquais le problème du changement parce que, ouvrons l'esprit, il y a deux changements. On ne peut pas rester avec seulement l'idée, si quelqu'un vous parle de changement, de quel changement il est en train de parler. Nous avons déjà abordé la question de l'énergie avec la notion de yin-yang. Quand on s'intéresse à l'énergie d'un système vivant, il faut contempler deux choses, la quantité et la qualité. Comment se détermine la quantité d'énergie dans un système vivant et comment se détermine la qualité. La quantité, l'énergie, c'est très simple. L'énergie a un petit défaut, on va dire, ou plutôt une caractéristique, elle est invisible et intangible. Elle est, on va dire, un peu difficile d'accès. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de deux choses qui sont elles-mêmes invisibles et intangibles, qui sont des énergies et des informations. Les énergies dans un système, ça permet le dynamisme du système, les changements par exemple, et les informations, ça permet l'organisation du système. Ni les énergies, ni les informations, ni le dynamisme, ni les organisations se voient. Par contre, il y a une chose qui se voit, c'est quand l'énergie manque, quand l'énergie baisse. Et ça se voit avec deux points. Un, une désorganisation, et deux, une impossibilité de changer. Parce qu'il n'y a plus de dynamisme. Et ça, c'est les manifestations de la pénurie. Et en médecine, par exemple, tous les jours, on va avoir des gens qui se présentent avec une désorganisation physique ou émotionnelle ou mentale ou sociale ou plus, enfin ou toutes les quatre, et en même temps cette impossibilité de changer. Des organisations par manque, avec par problème d'information
et impossibilité de changer par problème d'énergie. Il n'y a pas assez d'énergie. Quand on voit cela dans un patient, et peut-être vous voyez-vous là, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est monter l'énergie du système. Et si on monte l'énergie du système en administrant au système des énergies et des informations, on obtient des changements et de la réorganisation. L'idée, c'est d'arriver à la plénitude. Nous devrions vivre en plénitude et nous vivons comme ça. Nous n'avons pas l'énergie, l'humanité n'a pas l'énergie qu'elle devrait avoir. Et si vous voulez une autre illustration, ça c'est une photo d'un t-shirt d'un patient qui est arrivé avec un énorme problème émotionnel, mais il avait une représentation sur son t-shirt de l'état de son centre d'énergie au niveau du cœur. Il fonctionnait pour 3/8 avec une brèche entre les deux. C'est un peu l'image de l'humanité, cela. La quantité d'énergie, donc, se détermine par la notion de plénitude ou de pénurie. J'ajouterai à cela que nous avons tous dans la poche ou sur le bureau un portable ou un ordinateur. L'ordinateur s'alimente d'énergie par le chargeur et d'informations par le réseau, par la souris, par le clavier. Et nous faisons toujours très attention à ce que nos ordinateurs ne soient pas déchargés parce qu'ils ne fonctionnent plus. Il en est de même pour nous. Si nous alimentons notre structure avec des substances, des aliments, nous alimentons notre énergie avec des énergies et des informations. Les fonctions de l'énergie, ce sont principalement, il y a toute une liste que vous pourrez trouver dans certains écrits, mais il y a 4 points très importants. L'énergie nous permet de vivre, nous permet de fonctionner, et dans le fonctionnement, il faut noter les comportements, qui sont des manières de fonctionner. L'énergie permet l'organisation. Dans un système vivant, il y a un parallélisme entre le niveau d'énergie et le niveau d'organisation. Si on constate une désorganisation, c'est que l'énergie n'est pas à la hauteur. Et si l'énergie reste basse, la réorganisation est impossible. Par contre, si on monte l'énergie d'un système vivant, automatiquement, par un phénomène d'auto-organisation catalysé, le système se réorganise. Beaucoup de gens et de sociétés vivent mal, fonctionnent mal, présentent des désorganisations, veulent changer leur situation et n'y parviennent pas. Et cela, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas l'énergie qu'ils devraient avoir. Ça, c'est le thème de la quantité d'énergie. La qualité se réfère à la notion d'équilibre ou de déséquilibre que nous avons déjà vue. Alors, l'énergie est toujours présente dans nos vies. Elle est très proche de nous, elle est intime, mais elle n'est jamais prise en compte, elle n'est jamais mentionnée. Et pourtant, dans le langage courant ou dans les textes sacrés par exemple, nous avons des références permanentes à la notion d'énergie, et sans le dire. Et là, par exemple, quand se cite ce passage de la Bible, Matthieu 25-29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a », c'est une phrase absolument incompréhensible. On ne la comprend pas. Par contre, si on rajoute l'énergie, car on donnera à celui qui a de l'énergie et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas d'énergie, on ôtera même ce qu'il a, ben là, cette phrase prend tout son sens. Comme la Bible est un système patriarcal, il n'est jamais fait mention de l'énergie, et c'est pour ça qu'on reste avec des doutes ou de la confusion. Quand
thème d'énergie. Quand on introduit la notion d'énergie, on commence à tout comprendre. Il y a un dicton, par exemple en Colombie, je dis, Al caído caerle, ça veut dire à celui qui est tombé, il faut lui tomber dessus. Et la vraie compréhension, et tout le monde connaît ce dicton, tout le monde le connaît. On dit Al caído, tout le monde dit caerle. Mais la compréhension, c'est quand on ajoute le mot énergie. À celui qui est tombé en énergie, eh ben, il se présente automatiquement comme une victime. Et un bourreau va se présenter automatiquement. Si je n'ai pas d'énergie, j'invite, un bourreau d'une forme ou d'une autre va me tomber dessus. Il y a aussi un dicton en Colombie qui est un truc absolument incompréhensible, c'est la suerte de la fea, la bonita la desea. La chance de la moche, la belle la désire. Mais non, quelle chance a la moche? Elle n'a pas de chance. Par contre, elle a de l'énergie. Il y a des femmes magnifiques qui ne sont pas forcément gâtées par la nature, mais qui ont une énergie magnifique, qui sont très attrayantes. Parce qu'elles travaillent leur énergie, elles ont une énergie. C'est l'énergie qui attire. Vous pouvez déjà voir là que le thème de l'énergie est un thème d'un très grand intérêt. Ça nous permet de comprendre la situation et le fonctionnement de l'humanité. L'humanité à l'échelle individu par individu, mais aussi collective. Parce que tout ce qui vit avec de l'énergie. Ça nous permet de faire le diagnostic de la maladie de l'humanité, le manque de force féminine. Ça nous permet de comprendre notre propre situation. Ça permet à chacun de savoir ce qu'il peut faire lui-même individuellement. Ça permet la transformation des adversaires et des situations. L'énergie remplit le vide existentiel des individus et des sociétés. On ne peut plus faire l'impasse sur l'énergie. On ne peut pas s'intéresser à un système vivant, à son fonctionnement, à son organisation, sans étudier sérieusement l'énergie. Ne pas prendre en compte l'énergie d'un système vivant, c'est s'exposer à ne rien comprendre de son fonctionnement, de sa vie, de ses comportements. Pas de diagnostic. Ne pas prendre en compte l'énergie d'un système vivant, c'est se condamner à ne pas pouvoir changer, à ne pouvoir ni changer, ni transformer son fonctionnement, sa vie, ses comportements. Pas de traitement. L'humanité en est là, parce qu'elle fait l'impasse sur l'énergie. Ce que je proposais au début de l'exposition, c'était de prendre un chemin nouveau, celui de l'énergie. D'entrer dans l'inconnu, sortir du cadre. Pourquoi? Parce que la force yin, en plus d'être inconnue, est invisible de par nature, mais en plus elle est absente. Donc c'est pas facile de prendre conscience de quelque chose qui est inconnu, qui est invisible et qui est absent. Il va falloir donc faire un travail. Maintenant, je voudrais toucher à un point très important qui est le thème du diagnostic. Le diagnostic, vous pouvez entendre ce mot tout le temps. Dans les informations, dans les conférences, et ainsi de suite. Et il y a une énorme méprise sur le thème du diagnostic. J'ai été amené à développer une enquête et j'ai interrogé à peu près 3-4 000 personnes avec 2 questions toutes simples. L'humanité vous paraît-elle malade? Première question. En général, tout le monde me répond oui. Elle est moribonde. Alors, je passe à la deuxième question. Si oui, donc, quel est le diagnostic? Quel est le nom de la maladie? Et là, je peux vous dire que jusqu'à présent, non seulement personne ne m'a donné le diagnostic de la maladie de l'humanité, mais en plus, tout le monde m'a donné les manifestations, les symptômes de la maladie. Par exemple, on me dit la violence,
violence, la corruption, l'injustice, l'inégalité, la répartition inique des richesses. Ça, c'est ce qu'on observe, c'est le constat qu'on peut faire. Mais quand on est médecin, on fait une différence entre l'observation des symptômes et le diagnostic. Et les êtres humains, sans le savoir, et par la confusion dans laquelle ils sont, assimilent l'observation qu'ils font des symptômes de la maladie avec le diagnostic. Et ils disent, alors le processus normal, le processus médical normal commence par l'anamnèse et l'observation. Ensuite, à partir de cela, on procède au diagnostic. Ensuite, on cherche la cause, l'étiologie, et c'est à la fin, avec le diagnostic et l'étiologie, qu'on peut faire le traitement. Il y a une confusion fatale sur le mot diagnostic. Vous pouvez poser vous-même la question à tout le monde, l'humanité vous paraît-elle malade? Tout le monde va vous dire oui. Après, vous posez la question et vous verrez que les gens vont vous répondre des symptômes. C'est la première étape, qui est l'observation des symptômes. La deuxième étape, c'est l'établissement du diagnostic. À partir des symptômes, on accumule tous les symptômes et à partir de là, on peut faire le diagnostic. L'observation, c'est du premier degré. Le diagnostic, c'est du deuxième degré. Une chose est l'observation, le constat, la description d'une situation, c'est du premier degré. Autre chose est le diagnostic, qui est du deuxième degré. On entend souvent dire mon diagnostic. C'est évidemment mon observation de la situation. On ne peut pas dire mon diagnostic, c'est le diagnostic. Ou quel est votre diagnostic? Un journaliste, alors quel est votre diagnostic? Mais non, quelle est votre observation de la situation? Et de l'observation, on va extraire le diagnostic. Mais il y a une confusion, un abus de langage, un glissement pernicieux du sens du mot diagnostic. Une erreur gravissime de méthodologie qui a fait que la confusion est totale, l'erreur de méthodologie n'est jamais détectée, et le diagnostic n'étant pas fait, la maladie n'est pas identifiée, elle n'est donc pas traitée, et elle s'aggrave inexorablement. Les traitements proposés ne sont que des traitements symptomatiques, puisque ne sont observés que les manifestations, les symptômes de la maladie. Le problème n'est pas un problème, le problème de l'humanité n'est pas un problème de traitement, c'est un problème de diagnostic. Cette erreur de diagnostic, ce n'est pas que les problèmes de l'humanité n'aient pas de solution, c'est qu'on ne sait pas quels sont ces problèmes. Les humains, dans l'ensemble, ne font pas preuve de mauvaise volonté. Non, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de volonté d'arranger les situations dans l'humanité. Et la question, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Il faudrait en plus changer la posture qu'on a en général, qui est celle du juge, pour celle du médecin, qui consiste à observer, diagnostiquer et traiter. Et un grand chercheur français disait, il faut résoudre d'abord le problème qui consiste à poser le problème. Là, vous savez déjà maintenant, au niveau de cette exposition, que le problème, c'est le manque de force féminine, l'hémiplégie énergétique yin. Une société patriarcale se comporte, comme vous le voyez, dans les journaux ou à la télévision ou dans la vie courante. On sait que les comportements humains sont un mélange d'acquis, la culture, l'éducation, l'environnement, le physique, le social, les normes sociales, et d'inné.
la biologie, la génétique, le cerveau, les neurotransmetteurs, les hormones. Mais il y a un autre facteur qui intervient énormément dans les comportements humains, c'est le type de force qui anime la personne ou la société. Les humains sont conditionnés par leur énergie. Ils n'agissent pas librement. Ils sont agis par les forces, là où les forces dont ils disposent. On ne peut pas changer les comportements des humains sans changer les forces qui induisent ces comportements. Si on change l'énergie, les forces qui animent les humains, en quantité, en qualité, on peut au contraire modifier, transformer leur comportement. Là, je vous présente une liste, mais il y a trop d'informations, donc je passe assez rapidement, qui sont toutes les caractéristiques et les comportements des valeurs Yang. Il y a 2 pages, vous trouverez ça en détail dans les écrits, dans les miens par exemple, si vous voulez. Mais je résume. La force Yang, c'est appropriation, compétition, exclusion, disjonction, élimination, hiérarchie, intellect, conscience, flèche, conscience intentionnelle. Les caractéristiques et les comportements des valeurs yin, c'est pareil, c'est une liste un peu longue, que je résume sur cette diapositive. Conjonction, partage, coopération, inclusion, transformation, réseau, sensibilité, conscience, coupe. L'énergie, il faut étudier un petit peu. Il y a un travail à faire, il faut apprendre le yin, le yang, et on comprend beaucoup de choses quand on comprend la différence. La force yin, vous en avez une magnifique représentation dans l'eau, dans le château de sable. L'eau opère dans le château de sable la conjonction de tous les grains de sable ensemble. Et c'est avec cette force de conjonction qu'on peut construire un château de sable. Une autre représentation de la force yin, c'est le tissu conjonctif dans l'organisme. Dans l'organisme, on voit tous les organes, mais on ne voit pas tout ce qui unit tous les organes. En général, on ne prête pas trop attention au tissu conjonctif. Il y a des pathologies du tissu conjonctif en soi, mais on n'en prête pas trop attention. Le tissu conjonctif permet la cohésion des cellules entre elles, des organes entre eux, et permet aussi une fonction très importante qui est la communication. Si une société a plus de yin, elle a plus de possibilités de comprendre que l'autre n'est pas mon adversaire, il est mon frère. Il y a donc 2 forces. Ces forces sont représentées, par exemple en politique, par la droite ou par les républicains, et la gauche par... le yin, normalement, devrait être la force de la gauche et des démocrates. Mais dans une société patriarcale, il n'y a pas de force yin forte. Donc, tous ceux qui ont le discours de gauche, les démocrates ou la gauche en général, ont le discours, mais sont impuissants et n'arrivent pas à cristalliser leur discours dans des réalisations, parce que pour cela, il faut de la force yin forte. Et donc, sans le savoir, ils se mettent à utiliser la force yang pour essayer de délivrer leur message. Et on arrive à des extrêmes, comme le thème de la guérilla, qui ont un discours soi-disant populaire, mais un actuel, une manière d'agir qui est totalement yang. Élimination, affrontement, guerre, sans cesse, voilà. Donc, il faut comprendre le yin et le yang pour remettre les choses à leur place, et j'invite tous ceux et tous les êtres humains à travailler bien le réveil de leur yin, et en particulier tous ceux qui ont un discours de gauche. Là, encore une liste, mais je passe, sur les manifestations de fonctionnement hyper yang.
Donc excès d'appropriation, excès d'agressivité, la loi du plus yang, non pas la loi du plus fort, la loi du plus yang. L'activisme, l'utilisation de l'élimination comme principal moyen de résolution des problèmes, la survalorisation de la vie extérieure et du monde des objets, et ainsi. Il faut étudier plus, mais enfin, vous avez déjà une idée. Mais dans une société patriarcale, si on observe les manifestations de fonctionnement hyper-yang, on observe aussi les manifestations de fonctionnement hypo-yin. Donc, faiblesse du tissu social, absence de partage, de fraternité, de solidarité, d'entraide, absence ou faiblesse du contrôle ascendant sur la hiérarchie, impossibilité de valoriser et de faire respecter la nature, ignorance des apports de la vie intérieure à la transformation, difficulté à percevoir le global, le fondamental, l'essentiel, le sacré, vision à court terme, impossibilité pour les femmes, les enfants, les indigènes de se défendre de l'agressivité et de la voracité de la société hyper-yang, impossibilité pour eux de s'exprimer comme sujet à part entière et en condition d'égalité. La société patriarcale cumule deux anomalies énergétiques, une anomalie quantitative, la pénurie d'énergie, qui nous amène à la confusion, l'impuissance, la désorganisation et l'impossibilité de changer, et un problème, une anomalie qualitative d'énergie, le déséquilibre énergétique, qui nous amène à la loi du plus yang. C'est toujours le plus déséquilibré qui gagne, des riches toujours plus riches, des pauvres toujours plus pauvres, des dirigeants déséquilibrés, tyranniques et des populations victimes. Double anomalie énergétique, d'où l'importance extrême d'étudier l'énergie. Je passe rapidement sur les deux modalités d'organisation que je mentionnais un petit peu. Il y a une organisation active qui dépend de l'intellect et de la volonté, et une organisation passive qui s'appelle auto-organisation. Je sais que certaines personnes appellent à ce que se produisent dans la société des phénomènes d'auto-organisation. Oui, d'accord, mais cela dépend de l'énergie du système. Si le système n'a pas d'énergie, il ne peut pas s'organiser. Par contre, s'il a de l'énergie, on peut faire confiance, ça va se réorganiser tout seul. À chaque fonction, son carburant. On ne fait pas fonctionner un tracteur avec du kérosène. On ne fait pas fonctionner un avion avec du diesel. On n'alimente pas les fonctions yin avec de la force yang. À chaque type de fonction, son carburant. L'humanité, en quelque sorte, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, fonctionne au diesel yang. Elle ne connaît que la force du tracteur yang. Elle ne peut pas prendre de la hauteur et s'envoler par manque de kérosène yin. On ne peut pas changer les comportements sans changer les forces qui les induisent. Si la force yang est en excès, les comportements et les valeurs yang le seront aussi. Pour à la fois diminuer les excès de yang et renforcer les fonctions yin, il est nécessaire et suffisant de réveiller la force yin. Je vais maintenant illustrer avec trois exemples le déséquilibre dans lequel nous sommes dans une société patriarcale. Je vais vous représenter une société normale et une société patriarcale. Une société normale tiene su polo yang, qui est la hiérarchie, et un pôle yin, qui est le peuple. Dans une société normale, la hiérarchie exerce un contrôle descendant, hiérarchique, sur le peuple, et si le peuple a de l'énergie, il exerce un contrôle ascendant démocratique sur la hiérarchie, et il oblige la hiérarchie à servir le peuple. Comment se présente une société patriarcale?
avec un yin, une force du peuple toute petite, un contrôle ascendant tout petit et un énorme contrôle descendant, le contrôle du gouvernement, contrôle des autorités légales et illégales, contrôle de la banque, contrôle des religions, contrôle de la guérilla, contrôle du système économique mondial, et ainsi de suite. Et le problème, ce n'est pas le rouge, c'est le vert. Le problème, c'est la pénurie de force yin. C'est le manque de force naturelle, de la force naturelle du peuple qui est sa force yin. On connaît le patriotisme. Il va falloir apprendre le matriotisme, qui est le réveil de la force yin. Une société patriarcale a une patrie, une société normale a, je suis obligé d'utiliser des mots espagnols, a un patrio et una matria, une matrie. La matrie, c'est l'ensemble des valeurs et des fonctions féminines d'une nation. Et là, il y a une petite liste, donc l'éducation, l'économie, les relations avec la nature, les échanges, le partage. Le matriotisme, c'est l'ensemble des valeurs, des attitudes et des activités visant au réveil de la force yin dans la société humaine et ainsi à la nécessaire transformation de celle-ci. Et un matriote se dit de toute personne qui participe à sa propre transformation et par conséquent à celle de l'humanité, en œuvrant à travers une pratique quotidienne au réveil de la force yin féminine en elle et dans le monde. Le matriotisme n'a rien à voir avec le féminisme. Le féminisme, c'est la défense de la femme et des fois de la nature avec de la force masculine, par des femmes animées de force masculine. Le matriarcat, il n'est pas question d'échanger le déséquilibre patriarcal pour le déséquilibre matriarcal. Il s'agit de passer du déséquilibre à l'équilibre. On ne va pas changer un déséquilibre pour un autre. Le matriotisme n'a rien à voir avec la féminisation. Tous ces thèmes doivent être détaillés. On peut prendre son temps là-dessus, mais pas maintenant. Et il y a une différence entre le matriotisme et la parité. Dans une société, par exemple, dans un conseil communal, il peut y avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Si tout le monde est déséquilibré, les femmes comme les hommes, le conseil communal sera déséquilibré. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qu'automatiquement on arrivera à l'équilibre. On arrivera peut-être à la parité, mais pas à l'équilibre. Dans une société patriarcale, il faut appeler l'attention sur la notion de force. On utilise la notion de force tout le temps. Mais on ne connaît pas réellement la force, puisqu'on ne connaît qu'une des deux forces. À l'échelle individuelle, je vous donne 3 illustrations. À l'échelle individuelle, quand je reçois un patient pour la première fois, je mesure son énergie et en général, je vois que le patient qui n'a pas travaillé particulièrement son énergie se présente avec une énergie de l'ordre de 57%, entre 50 et 60% de ce qu'il devrait avoir. La pénurie. Mais si on rajoute à cela la notion de qualité de l'énergie, le yin et le yang, comment se présente un patient? Il se présente en déséquilibre, avec peu d'énergie en quantité, mais aussi en plus en déséquilibre. Et tous me disent que dans leur vie, ils sont confrontés à une sorte d'agresseur qui peut être la maladie, mais qui peut être aussi un voisin indélicat, qui peut être un problème dans la famille, quelqu'un avec beaucoup de force yang qui fait danser un chef indélicat au bureau, qui fait danser une petite musique qu'on n'a pas envie de danser. Alors effectivement, il y a beaucoup de yang dans cette histoire. Et ce que je propose, c'est de réveiller le yin. Parce que si on réveille le yin, automatiquement, il va se réveiller aussi un peu de yang.
Si on le réveille plusieurs fois, si on procède à plusieurs séances, eh bien, on va on va rééquilibrer les forces, et à un moment même, l'adversaire ne pourra plus manifester sa supériorité, parce qu'il n'y aura plus de supériorité. En réveillant le yin, on optimise aussi le yang. Et l'idée, disons-le tout de suite, de tout le monde, que tout le monde pourrait s'inspirer, c'est de continuer à réveiller son yin jusqu'au réveil complet de la force féminine, qui aboutit aussi au réveil complet, l'optimisation complète du yang, parce qu'à ce moment-là se produit la fusion des deux forces dont on parlait tout à l'heure. À ce moment-là, la chrysalide devient un papillon, le régime énergétique change complètement. On arrive à une autre dimension, le vol. On entre dans un monde de solutions, d'unité et de réalité. On passe d'une réalité ordinaire à une réalité non ordinaire. Ça, c'est le cheminement auquel nous amène le réveil de la force yin à l'échelle individuelle. Pour compléter cette illustration et pour montrer que c'est tout à fait d'actualité, eh bien, je vous représente l'énergie de deux candidats à la présidence de la République. Alors, vous avez ça dans tous les pays. Et deux candidats avec le même niveau d'énergie et avec le même équilibre. Qui va gagner? Celui qui va gagner, c'est celui qui a le parti le plus grand. Autre figure, deux candidats avec la même quantité d'énergie et le même équilibre. Celui qui va gagner, c'est celui qui a le parti le plus grand, donc le plus de votes. Mais si dans ce combat électoral se présente un candidat plus déséquilibré, celui qui va gagner, c'est toujours le plus déséquilibré. Parce que le plus déséquilibré manifeste plus de yang, plus de force yang. Et aux yeux des gens qui ne connaissent pas la force yin, le déséquilibré paraît plus fort. C'est pour ça que Trump a gagné et ainsi de suite. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est plus déséquilibré. Évidemment, ça c'est ce qu'on voit dans l'invisible. On ne voit pas tout ce qu'il manque aux candidats déséquilibrés. Et donc on voit qu'il y a plus de force yang, ou même il y a un excès de force yang, et on ne voit pas le déficit de force yin. Et on peut être sûr que c'est le plus déséquilibré qui va gagner et qu'il va, utilisant une expression catholique, il va pécher par action. Et on observe ça tout le temps, on voit pourquoi des violents arrivent à l'élection, arrivent à devenir des tyrans, mais ils sont arrivés par l'élection. C'est parce qu'ils paraissaient plus forts. En fait, ils étaient plus déséquilibrés et ils vont pécher par action, par excès de yang, par violence, par élimination. Ils vont éliminer leurs opposants et ainsi de suite. On peut compter sur le déséquilibré pour pécher par action. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est celui qui pêche par omission. C'est le candidat qui se présente sans énergie, en face d'un déséquilibré. C'est vrai que le déséquilibré va pécher par action, mais celui qui se présente sans avoir travaillé son énergie ne va pas faire le poids, il ne représente rien. Aux candidats, aux élections, mais ça c'est valable pour toutes les situations, je propose de réveiller leur force yin. Parce que automatiquement, s'ils gagnent en force yin, ils vont gagner aussi en force yang. Ils vont diminuer la différence avec l'adversaire. S'ils le travaillent plusieurs fois, ils vont arriver au même niveau. Et s'ils continuent, ils vont passer l'adversaire déséquilibré aussi bien en yang qu'en yin.
péché par omission est plus grave que le péché par action, d'une part, le péché par omission, c'est celui qui permet le péché par action, et il ouvre la porte, mais aussi parce que il est commis par beaucoup plus de gens que le péché par action. Dans une société, il y a quelques tyrans et il y a beaucoup de victimes sans énergie. Le péché par omission fait que c'est toujours le plus déséquilibré qui gagne. La belle qui se réveille prend naturellement le pouvoir sur la bête. Le réveil de la force yin optimise la force yang en la contrôlant. Un problème qui ne se résout pas s'aggrave. Le péché capital de l'humanité, c'est le manque de force yin. Et si on ne corrige pas cela, la situation de l'humanité s'aggrave, puisqu'il n'y a pas apporté de solution. On voit ça dans les politiques, dans les sociétés. On voit combien les religions ont du mal à gérer leurs extrémistes, leurs terroristes. Oui, dans les religions toutes, il y a des extrémistes déséquilibrés qui commettent des actes de terrorisme, d'élimination, mais en face, tous les religieux sincères sont impuissants. Ils commettent un péché par omission, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de force yin, ils ne peuvent pas contrôler la bête. On trouve ça dans les couples, dans la nature, la situation de la petite paysannerie, c'est qu'on n'a pas d'énergie, et ainsi de suite. La politique, les sociétés, non, on a ça partout. Autre illustration, en Colombie, on a assisté à un processus de paix qui était l'initiative du gouvernement colombien. Mais un processus de paix n'est pas suffisant, il doit être associé à un processus de pacification. Et c'est la conjonction des deux qui amène la paix. Il n'y a pas eu ce processus de pacification, il n'y a donc pas la paix. En Europe, il y a eu création de l'Europe par des chefs d'État réunis, initiative de la hiérarchie. C'est très bien, mais il doit y avoir un travail de réveil de la force yin par les Européens, c'est-à-dire un processus d'unification. C'est la réunion de ces deux processus qui permet d'arriver à l'unité, à la paix, à la puissance, à la prospérité. Ce n'est pas en s'armant avec des armes que l'humanité, l'Europe va pouvoir se défendre. C'est en se renforçant par en bas qu'elle va pouvoir contrôler ces tyrans. La notion de force. On entend tout le temps parler de force. On entend toujours « il faudrait un homme fort ». On parle de l'usage de la force, le recours à la force, la loi du plus fort, changer le rapport de force, la relation de force, mettre fin aux appétits des empereurs. Nous ne nous dotons pas des outils de la puissance. Une telle résistance au changement, c'est ce qu'on entend quand on écoute des émissions culturelles ou à la télévision. On entend « il faudrait un homme fort », voilà. On entend aussi d'autres platitudes comme « il faut faire quelque chose », « il faut passer à l'action », « il faut prendre conscience ». On entend souvent dire « mon diagnostic ». Quel est votre diagnostic? On a beaucoup de donneurs de leçons qui parlent, qui prêchent. On a aussi des indignés qui parlent qu'il faut s'indigner. Voilà. Non, la force yin, la notion de force dans une société patriarcale, c'est simple. La force yin est inconnue dans les sociétés patriarcales. La force yin manque tout autant aux femmes qu'aux hommes.
On discute de justice, d'égalité, de parité, mais jamais d'équilibre. Dans une société patriarcale, l'équilibre n'est pas une valeur. Ce qu'on appelle l'homme fort n'est en fait qu'une brute, un déséquilibré, et en fin de compte un impuissant. Les expressions, l'usage de la force, le recours à la force, ne se réfèrent qu'à la seule force connue, la force yang. La loi du plus fort est en fait la loi du plus yang. Ce qu'on voit aux États-Unis, Israël, en Iran, partout, c'est la loi du plus yang, donc du plus brutal, du plus déséquilibré. Le seul mode connu de résolution des problèmes dans une société patriarcale, c'est l'affrontement et l'élimination. C'est ce que nous voyons tous les jours à la télévision. Changer le rapport de force ou changer la relation de force ne se conçoit que sous la forme d'une escalade du yang, d'une escalade de l'affrontement. Alors que tout le monde sait bien, par intuition ou par expérience répétée, que cette option ne fait qu'aggraver les problèmes et les situations. Nous le voyons tous les jours et encore plus aujourd'hui que jamais. L'idée de se renforcer soi-même tout en affaiblissant l'adversaire n'existe même pas. L'existence d'une force de transformation est généralement soit niée d'emblée, soit de toute façon inconcevable, tant qu'on n'a pas étudié la force yin. Les outils de la puissance, ce sont les deux forces en plénitude et en équilibre, et fusionnées. Et là, vous avez deux représentations de l'homme fort. Vous avez la brute, la bête, le dragon. Il a une force. Et donc, il va manifester la loi du plus yang, la brutalité, la violence, la perversion, la prédation, l'abus, la transgression, le cynisme, le simplisme, l'insensibilité, la cruauté, l'appropriation de territoire, la prédation, des peuples et des biens, l'impuissance, et ainsi de suite. Et l'autre représentation de l'homme fort, c'est le maître. Le maître, il a deux forces qui sont en plénitude, fusionnées, en équilibre, démultipliées. Le maître, avec ses deux forces, exprime l'unité, la puissance, le service, la justice, l'harmonie et la santé. De tout temps, nous avons des représentations de la force yin. Dans le tarot, l'arcane 11 du tarot représente l'homme fort, c'est-à-dire la force yin, la force de transformation qui vient à bout sans se décoiffer d'un lion. En Chine, Quan Yin, une représentation de la divinité, la version féminine de la divinité, la force yin. Dans la tradition chrétienne, une légende de la ville de Metz en France, Saint Clément a libéré la ville de Metz de la dévastation d'un dragon, le Graouli, et cela avec une étole qui représente la force yin, c'est-à-dire la baguette magique. La force yang, c'est l'épée ou la machette. La force yin, c'est la baguette magique. Et il a pu prendre le contrôle de ce Graouli et a libéré la ville de Metz de sa dévastation. Dans les légendes, vous avez David et Goliath, celui qui a gagné, on sait que c'est David. Il y a le héros et le dragon. En général, c'est le héros qui gagne. Nous avons à faire un petit travail de lucidité. Il faut faire quelque chose. Et oui, bien sûr, le diagnostic, hémiplégie énergétique yin. On dit mon diagnostic. Non, mon observation. Il faut passer à l'action. Ben oui, bien sûr. Il faut réveiller la force yin. On entend souvent dire il faut prendre conscience. Ben oui, bien sûr. Mais pour cela, il faut croître en énergie.
qualité. On n'a pas besoin de donneurs de leçons, on n'a pas besoin d'indignés, mais on a besoin de citoyens à l'œuvre, lucides, humbles, déterminés et responsables. On a donc évoqué le sommeil de la belle. Le problème de l'humanité, c'est le manque de sa force yin. La belle dort. La question, pourquoi dort-elle? À quoi est dû le sommeil de la belle? C'est un sommeil naturel ou c'est un sommeil artificiel? Si on se réfère au langage rationnel, on n'a pas beaucoup de réponses. Par contre, en langage symbolique, en faisant appel aux contes, aux mythes et aux textes sacrés, on sait toujours, on apprend qu'il y a toujours eu une sorte de maléfice, que ce n'est pas un sommeil naturel, c'est un sommeil artificiel. La belle dort par sommeil artificiel. On peut dire, en langage moderne, que nous avons un software, des logiciels yang et des logiciels yin, mais dans le software yin, nous avons un virus. Donc nous faisons tout avec la force que nous avons, et nous n'avons pas de force yin. C'est pour ça que même si nous ne le voulons pas, nous avons des comportements hyper yang, parce que notre force yin est endormie. Ce n'est pas un sommeil naturel, ce qui veut dire que la belle ne va pas se réveiller toute seule. Il va falloir l'aider. Donc désolé, mais il va falloir faire un travail. Il va falloir œuvrer. Et il va falloir œuvrer dans la profondeur et dans la durée, jusqu'au réveil complet. J'ai entendu dire qu'on disait à Colbert, qui était ministre de la Marine de Louis XIV, qu'il manquait de chaînes pour faire les mâts des bateaux de la marine française. Et Colbert avait répondu, eh bien, il faut semer des chaînes. Voilà. Alors, la réaction, c'était oui, mais ça va prendre du temps. Et donc, sa réponse était oui, raison de plus pour commencer tout de suite. On peut appliquer le même commentaire à la situation de l'humanité. Ça serait mieux de commencer tout de suite. Et vous connaissez, et beaucoup connaissent l'histoire du colibri, chère à Pierre Rabhi. L'histoire du colibri, c'est qu'il y a un énorme incendie par là, et là, il y a une flaque d'eau. Il y a un colibri qui prend une goutte d'eau, petit oiseau là, qui prend une goutte d'eau, qui va la jeter sur l'incendie. Il revient, il reprend une autre goutte d'eau, il la jette sur l'incendie, il revient, il reprend une petite goutte d'eau, il la jette sur l'incendie, il revient. Et là, il y a un autre colibri qui lui demande, mais tu fais quoi toi? Eh bien, je fais ma part. Il est clair que dans la situation du monde, c'est tous les humains qui sont concernés et qui peuvent prendre leur part dans le réveil, dans l'extinction de cet incendie, dans le réveil de la force yin. Et nous arrivons maintenant au traitement, au réveil de la belle. Comment se réveille une belle? Dans les mythes, dans les contes, on sait tous que une belle se réveille par le baiser d'un prince. Il faut deux choses. Il faut un prince et un baiser. Le prince, que signifie le prince? Que signifie le baiser? Quelle est l'interprétation qu'on peut en faire? Le prince, c'est le maître intérieur. C'est notre propre essence. C'est l'être. C'est une bonne expression, le maître intérieur. Déjà, c'est à l'intérieur, puis en plus, c'est le maître. Pas besoin de le chercher très loin. Et le baiser, c'est le contact entre le maître intérieur et la personnalité.
C'est comme cela que se réveille la belle. Le baiser rompt le maléfice, réveille la belle, rétablit l'équilibre et la puissance. Le contact du fruit au soleil transforme le fruit. Il faut le soleil, mais il faut le contact. La chrysalide congelée et qu'on remet au soleil va reprendre sa transformation et terminer de se transformer en prince, en papillon. Le maître intérieur amène à toucher le thème de la vie intérieure. Dans une société patriarcale, à une citation de Jung, celui qui regarde au dehors rêve, celui qui regarde au dedans se réveille. Dans une société patriarcale, on ne vit que la vie extérieure. Et de plus, on attend tout d'elle. Dans nos agendas, il n'y a pas de temps réservé à la vie intérieure. Et dans nos maisons, il n'y a pas d'espace pour la vie intérieure. Les architectes ne proposent jamais un espace, un oratoire, un espace pour la vie intérieure, un temple pour sa propre vie intérieure. Ils devraient le proposer, après chacun sera libre d'accepter ou non un espace pour ça. Mais toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas d'espace dans toutes les maisons. Ce qui signifie que pour la majorité des gens, la vie intérieure n'existe pas, ou alors elle n'est pas importante, n'a pas d'intérêt, ou alors que tout va bien à l'intérieur. Mais c'est pas vrai, tout ne va pas bien à l'intérieur. Nous avons en fait deux vies, et nous pouvons vivre deux vies. Une vie extérieure et une vie intérieure. La vie intérieure, c'est 1410 minutes. Et la vie intérieure, 30 minutes. La vie extérieure, c'est la spirale infernale. Tout va mal. La situation c'est la panique, c'est l'épuisement des ressources, l'intelligence artificielle, la pollution, voilà, le déséquilibre majeur. La vie intérieure, alors, on peut consacrer 30 minutes à sa vie intérieure, on peut consacrer un temps et un espace à la vie intérieure. Ça suppose une pratique de vie intérieure, donc d'intériorisation, de concentration, c'est-à-dire le contact avec l'être, avec son maître intérieur, qui permet d'accéder aux ressources intérieures et de catalyser le processus de transformation. Combien de fois perdons-nous 30 minutes dans une journée? Dans le cas de la vie intérieure, il ne s'agit pas de perdre du temps, il s'agit de consacrer du temps à la vie intérieure. Je rajoute que, en général, les problèmes sont surtout à l'intérieur, ce que le Christ dans la Bible énonce sous la forme de la poutre. Ce qu'on voit, c'est la paille à l'extérieur, mais on ne voit pas la poutre à l'intérieur puisqu'on ne regarde pas à l'intérieur. La vie intérieure existe. C'est une réalité. Tous ceux qui s'adonnent à la vie intérieure témoignent de sa richesse. Libre à chacun d'accéder ou non à cette richesse. Il y a une richesse à l'intérieur. Chacun verra ce qu'il en fait. Tout le monde peut s'y adonner à la vie intérieure, mais il faut préciser effectivement que les aptitudes sont très inégales. Pour certaines personnes, c'est très facile. Comme disait Henri de Monterland, certaines âmes vont à Dieu comme l'eau va à la mer. Pour d'autres, c'est plus difficile, je comprends, je le sais, je le vois tous les jours, mais ça ne change rien au problème. Il s'agit d'un cheminement vers le centre, vers l'être. Et actuellement, nous vivons pauvrement, mais assis sur un trésor.
La vie intérieure, au centre de nous-mêmes, au centre de chacun, il y a un soleil. C'est l'être, c'est l'essence divine de chacun, c'est le maître intérieur, c'est le meilleur ami, c'est la transcendance. L'idée de base est de soumettre la personnalité que nous avons comme véhicule dans cette incarnation à l'influence de la transformatrice de l'être que nous sommes. Il y a une différence entre l'être et la personnalité. La personnalité est un véhicule. La vie intérieure est la recherche et la réalisation de ce contact avec le centre, d'où une pratique de concentration. La concentration, le contact avec le maître intérieur et le baiser du prince qui réveille la belle, le contact avec le maître intérieur et l'antivirus qui rompt le maléfice qui maintenait endormi la force yin, le contact et seul le maître intérieur dispose de ce pouvoir. En dessous de lui, ça ne marche pas. La situation est sérieuse, il faut le contact avec le plus haut. Comme le sommeil est dû à un maléfice, ne l'oublions pas, le contact doit être prolongé 30 minutes tous les jours jusqu'au réveil complet. Il s'agit de mettre en place un mode de vie nouveau, une discipline, un équilibre entre vie extérieure et vie intérieure. La conscience coupe, c'est la conscience en réception et en attente, c'est l'attitude du fruit au soleil. Quand on vit sa vie intérieure, on est le fruit au soleil. Toute pratique de vie intérieure doit répondre aux exigences du yoga qui est mesure et progressivité. On ne fait pas 30 minutes le premier jour, on fait 10 minutes par jour pendant 10 jours, après 15 minutes, 15 jours, 20 minutes, 20 jours, mesure et progressivité. Patience, persévérance, mais... On attribue à André Malraux la phrase « Le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas ». Certains disent « sera spirituel » ou d'autres pires disent « sera religieux ». Ça ne sert à rien de dire religieux parce que le 19e siècle, le 20e siècle c'était déjà religieux. C'est pas ça que voulait dire André Malraux. Le 21e sera mystique ou ne sera pas. Qu'est-ce qu'un mystique ? Un mystique est toute personne qui s'adonne à une pratique quotidienne de concentration et de contact avec son maître intérieur. Le mystique, c'est peut-être celui qui est déjà arrivé, mais c'est aussi celui qui est en chemin. Au soleil, un petit peu tous les jours, pour réveiller une force. Les mystiques boivent l'eau à la source, les religieux à la citerne. Et Dieu sait tout ce qu'on trouve dans les citernes. L'obstacle à la méditation en général, c'est le mental. C'est pour cela qu'il faut prendre l'habitude d'habiter sous sa sensibilité. Celui qui pense ne perçoit pas, celui qui perçoit ne pense pas. La vie intérieure suscite l'attention, nécessite l'attention, l'attente, la patience, l'attention à ici et maintenant, le non-agir, la conscience coupe. Ne pas attendre de résultats, se contenter d'accomplir le travail. La seule méditation mauvaise, c'est celle qu'on ne fait pas. Alors, un point important, la concentration suppose un support de concentration. Chacun va choisir son support de concentration. Je propose, parce qu'il me semble le support idéal, le mantra universel, le son Om. Om.
universel. Et la pratique d'un mantra, ça c'est une forme de yoga très simple qui s'appelle le Japa Yoga. Moi je propose le Japa Yoga du Om parce que c'est d'une simplicité enfantine. C'est à la portée de tout le monde. C'est très efficace et c'est très sûr. En plus, c'est la prière commune à toutes les religions. Si on y regarde bien, toutes les religions qui devraient être une manifestation d'unité, eh bien, trouvent dans le Om une prière d'unité, que chacun prie ses prières, mais aussi le Om, je pourrais rajouter un pont entre toutes les religions. Le Om est un pont. Il représente l'unité, la totalité, la perfection, la lumière, la chaleur, la force. Le Om, le mantra universel, est comme un soleil. Un soleil nous amène automatiquement de la lumière, de la chaleur et de la force. Quand on pratique ne serait-ce que 10 minutes la répétition du Om, on se constate qu'effectivement, on se sent avec plus de lumière, plus de chaleur et plus de force. L'affaire est une affaire de sensibilité, donc de pratique, d'expérience. L'expérience de quelqu'un ne sert pas à l'autre. C'est l'expérience. Moi, je peux parler du Om, mais si vous voulez connaître le Om, il faut le pratiquer. Chacun verra comme il veut. Moi, je propose cela. Un moine bénédictin, Henri Le Sceau, qui est allé en Inde et qui est devenu moine hindou, a écrit un livre qui s'appelle Éveil à soi, éveil à Dieu, essai sur la prière. Et il dit des choses magnifiques sur le Om. Om est ce qui est d'abord entendu par l'homme quand Dieu, sortant de son silence éternel, commence à lui parler. Om est aussi le dernier son que l'homme est capable de proférer quand, répondant à l'appel de l'esprit, il se laisse introduire dans le silence de Dieu. Om est le mot primordial que Dieu prononça en créant. Om est vague en sanskrit, la parole éternelle. Om est le début de toute la manifestation de Dieu. Om est à l'origine de l'univers. Om est toujours d'abord le symbole de l'ineffabilité de Dieu, le dernier échelon de notre montée vers lui au plan de ce qui est exprimable. C'est l'été dernier, c'est l'été le plus haut. Qui le connaît atteint le Brahman. Voilà donc un témoin de valeur qui donne son opinion sur le mantra universel. Vivre sa vie intérieure permet de passer du déséquilibre à l'équilibre, permet de terminer la transformation de la chrysalide, notre propre transformation, passer d'une forme infantile à une forme adulte, arriver à la fusion, à la plénitude, à la réalité. Cela se fait en répétant le Om. C'est tout un parcours, c'est un grand chemin et un grand voyage. Ce n'est jamais qu'un pas et un pas et un pas et un pas tous les jours. L'inconscient humain est inerte. On ne peut pas bouger à une inertie avec un gros coup une seule fois. Non, par contre, on peut bouger l'inconscient par la répétition de petites impulsions. C'est pour ça que les prières sont répétitives. C'est pour ça que les mantras sont répétitifs. C'est pour ça que enseigner, c'est répéter. Il vaut mieux la répétition de petites impulsions qu'un gros coup une fois. Et donc, c'est un pas, puis un pas, puis un pas. Au bout d'un certain temps, quand on regarde par derrière, on voit tout le progrès qui s'est effectué. Et donc, l'idée, c'est de terminer l'œuvre, d'arriver à la plénitude, à la grande énergie. Ce qui permet d'arriver à une situation
où on est dans un état où il y a plus de solutions que de problèmes. Parce que d'une part, il y a plein de problèmes qui disparaissent comme la neige au soleil, et pour d'autre part, il y a des solutions à des problèmes qui apparaissent parce que maintenant il y a de la lumière. Il faut vivre sa vie extérieure et sa vie intérieure, ça s'appelle l'équilibre. Prenons un chemin nouveau, celui de l'intérieur, celui de la force yin. Entrons dans l'inconnu, l'énergie, la puissance, l'équilibre, c'est mieux. Sortons du cadre, donc comprenons que la responsabilité, c'est celle du manque, de l'absence, du manque de force yin. Nous avons un devoir de lucidité, donc d'énergie, de plénitude, de fusion, de joie. Et voilà, c'est effectivement pas commun, mais c'est ce que nous permet le travail de l'énergie, et en particulier le réveil de la force yin. Pronostic. Le diagnostic, c'est le manque de force, le diagnostic de la maladie de l'humanité, manque de force yin. Hémiplégie énergétique yin. La cause, un virus, un maléfice, un sommeil artificiel. On saura pourquoi plus tard. C'est pas, la question se pose pourquoi, mais il ne faut pas chercher la réponse. Il faut juste savoir qu'il va falloir travailler, c'est tout. Le traitement, c'est libérer la force yin, réveiller la belle par contact avec le maître intérieur. Le pronostic, il est très bon. La maladie de l'humanité est curable. On peut guérir de ce déséquilibre patriarcal en réveillant la force yin. Les conditions, bien sûr, c'est un travail individuel, un travail collectif, soutenu, déterminé, de chacun et de tous les volontaires. Plus il y en aura, mieux ça sera. Évidemment, nous sommes appelés à l'effort, au combat, à des efforts, des combats, à la persévérance, à la patience. On peut faire naître le matriotisme. Ce travail que chacun peut faire transforme chacun en matriote. Le matriotisme, le plan matriote, c'est un projet collectif de réorganisation sociale, un projet de métamorphose sociale. C'est un projet libre. Personne n'est obligé. Non violent. C'est un combat non violent, un combat en soi-même contre la paresse, contre le doute, des choses comme ça. C'est des combats, d'accord, mais non violents, à l'intérieur de soi-même, sans témoin ni adversaire extérieur, avec l'instrument souverain de transformation qu'est le mantra Om. Et on peut rajouter les autres mantras aussi qui gravitent autour. Le mantra Om, un instrument souverain de transformation. Le plan matriote, c'est une grande marche, silencieuse, intérieure, quotidienne, qui convoque tous les citoyens dans la complémentarité, la conjonction et l'intégration, en réseau, pour la reconstitution d'un tissu social yin fort, d'une base de pyramide sociale puissante, équilibrée et influente. Passons, s'il vous plaît, de la logique du déséquilibre dans laquelle nous sommes immergés à la passion pour l'équilibre. Cet équilibre se traduit par le caducée, la santé. Nous avons besoin de ça. Et la justice. Nous avons besoin de justice. Nous savons tous qu'il n'y a pas de santé et pas de justice sans équilibre. L'énergie, ça se pratique, comme je vous l'ai dit, mais ça s'étudie aussi. Il faut étudier l'énergie. Il faut apprendre ce que c'est que le yin, apprendre ce que c'est que le yang. Il y a des textes. Je vous laisse les écrits et mon site web, je l'ai mis là. Oui, lematriotisme.com, www.lematriotisme.com et lematriotismo.com.
tous ces éléments que j'ai utilisés là, vous les avez dans ce... Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs très intéressants qui s'approchent bien du thème des sociétés patriarcales, Reverman, Françoise Gange qui a écrit des choses incroyables, Jean Marchal aussi, Maturana, Václavic, André Sève, un petit livre, 30 minutes pour Dieu, un petit livre extraordinaire. On sort de là, on sait qu'on doit passer tous les jours 30 minutes à l'intérieur. Et là, je terminerai avec une chose. Est-il raisonnable de demander au bourreau de cesser d'être bourreau, de cesser d'être des bourreaux? N'est-il pas plus intelligent de demander aux victimes de cesser d'être des victimes? Et pour cesser d'être victime, il suffit de monter son énergie. Et donc, ne négligeons pas l'apport de l'énergie. Nous pouvons sortir d'une réalité pour entrer dans une autre plus belle, plus grande, ce qui n'exclut pas la réalité ordinaire, et au contraire, il met de l'ordre. Je termine avec cette phrase d'Alain, mais beaucoup appelleront sévère celui qui frappe toujours au sommet de l'âme et qui attend. Je laisse ça à votre imagination et j'en ai terminé et je vous souhaite un grand équilibre dans votre vie et une belle participation à ce moment important de l'humanité, à cette participation à ce mouvement de transformation dont